Et sans tarder, je vais appeler nos prochains intervenants. On va parler la data au cœur du retail de demain. Et je vais demander donc à Édouard Beaucourt, Moed Amaz et Sébastien Idoc de me rejoindre sur scène. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette première édition de Retail Data Day. Alors, beaucoup de choses à dire. Un retail qui évolue beaucoup et qui se fait plus de la même manière. Il y a 15 ans, c'était presque facile. C'est comme disait Laurent Hostiz quand on s'était parlé. C'était facile de faire du retail. Il n'y avait pas trop de complexité. Aujourd'hui, on a tellement de données, tellement de matières à digérer que ça devient très technique et très complexe. Mais en même temps, on a, face à cette dépendance à la data, on a aussi une certaine maturité. En tout cas, elle est croissante, on va le voir ensemble, face aux enjeux que ça représente. Donc il y a une prise de conscience véritablement des enjeux que représente cette donnée, notamment face à l'avènement des GAFAM, qui est récent et qui n'ont pas oublié de s'occuper de la donnée, loin de là, et qui d'ailleurs ont le pouvoir dans ce domaine. Et aussi le fait que le retail est devenu omnicanal et que 80% ou plus des ventes sont influencées par un écran, en tout cas démarrent sur un écran. Donc toutes ces notions-là, tous ces enjeux, ça fait que la data devient le nerf de la guerre et à plus d'un titre. On voit aussi les enjeux en matière de cybersécurité. C'est ce qui nous prive aujourd'hui de la présence de Laurent Hostiz, mais heureusement, Moez au pied levé a accepté de venir témoigner également. Je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter votre rôle, votre parcours peut-être, quelques mots sur l'entreprise, rapidement. On commence par Sébastien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Sébastien Idoc, je suis le groupe Data Officer de Decathlon. J'ai un parcours éminemment technique, je suis ingénieur télécom. Dans mon parcours et dans les événements récents, j'étais le CIO de Decathlon. Et face à la montée des enjeux autour de la data, c'est devenu une stratégie clé et majeure de l'entreprise. Et donc, on a décidé d'y investir beaucoup plus d'énergie et de moyens. Et donc maintenant, depuis un peu plus de 2 ans, j'accompagne le groupe dans la transformation qui s'opère autour de la data. Merci. Oui. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aussi. Moi, je suis Chief Data Officer de Tapalœil. Pour les gens qui ne connaissent pas Tapalœil, nous, on est une plateforme sélective de produits et de services pour les enfants de 0 à 16 ans. Et moi, mon parcours, je suis un parcours technique académique. Voilà, j'ai fait une thèse en machine learning et puis j'ai enseigné pendant quelques années à l'université. Je suis un pur produit du textile aussi, donc j'ai fait tous les métiers de la centrale d'achat et ça m'a permis en fait de voir comment la data peut impacter le business et comment la data peut impacter tous les métiers de business et surtout optimiser le lead time entre l'intention produit, l'OK production jusqu'à la mise à disposition du produit. Voilà, merci. On va revenir sur ces sujets. Edouard. Bonjour, Édouard Beaucourt, donc, de la maison Snowflake. Donc, moi, je suis plutôt côté fournisseur. J'ai fait toute ma carrière chez des éditeurs de logiciels orientés data. Et il y a 1 an, j'ai fait le choix de rejoindre Snowflake parce que avec toutes les révolutions que notre industrie a vécues, on était de plus en plus sur des sujets de spécialité et des petites parties du cycle vie de la donnée. Et Snowflake, de mon point de vue, remplissait la plus large overview ou complétude pour accompagner le cycle de vie de la donnée. Donc voilà. Très bien, alors on va aller dans le feu de l'action justement. Édouard, vous travaillez avec beaucoup de retailers. Qu'est-ce que vous avez observé peut-être en guise d'introduction comme utilisation de la donnée dans le retail? Et comment est-ce que vous voyez où en est le niveau de maturité des retailers avec qui vous travaillez sur ce sujet? Alors, moi, mon point vu de l'extérieur et n'étant pas retailer moi-même, le retail a quand même été le bassin de l'utilisation de la donnée. Ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, quand on parle, il n'y a pas que les GAFAM qui savent utiliser la donnée. Je pense qu'un des sujets les plus avancés sur l'utilisation de la donnée, ça a été notre distribution spécialisée en France, qui, depuis les remontées de tickets de caisse, ses points de vue clients, des cartes de fidélité, a su faire énormément de choses par le passé.
maintenant, on rentre dans un monde où l'omnicanal et les perspectives de la donnée l'écosystème est de plus en plus complexe, de plus en plus large, et donc de nouveaux challenges apparaissent. Mais on fait face, quand on parle avec des retailers, à des gens extrêmement acculturés à la donnée et qui ont un passé et un vécu déjà très pointu, je pense. Ça a l'air très, très positif. Je n'ai pas entendu ce son de cloche partout, même parmi ceux qu'on considère comme plus avancés. Sébastien, quand on a échangé, vous étiez un peu moins affirmatif sur le niveau de maturité de l'entreprise, mais aujourd'hui, quels sont les usages qui sont faits, notamment en omnicanal, de la data chez Decathlon? Alors, les usages qui sont faits sont assez communs. En fait, aujourd'hui, on utilise l'ensemble des données à notre disposition pour améliorer nos forecasts. On est retailer, mais on est aussi CPG, en fait, finalement, chez Decathlon. Donc, pour optimiser nos forecasts, pour optimiser la construction de notre offre, les choix d'offres, le pricing, pour optimiser, bien évidemment, la connexion avec nos utilisateurs et la personnalisation qu'on veut au travers soit de notre site commerçant, soit au travers des sites d'expérience que nous avons et qui sont en train de se décliner dans l'ensemble des sports. Là où moi j'avais un bémol par rapport à ça, c'est plutôt par rapport à l'exigence. Moi, je considérerais qu'il y a une vraie maturité de prise en compte et de considération de la data par les entreprises. En tout cas, je suis assez marqué par la perception que nos dirigeants peuvent en avoir. Par contre, tout à l'heure, ça a été évoqué lors d'une intervention, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de cette préoccupation, tout ce qui est derrière et tout ce qui est à engager derrière, avec les efforts, et notamment les efforts humains, les efforts de transformation de métier et de mindset qui doivent être provoqués, sont un peu sous-estimés. Donc on voit encore trop la data comme étant un élément technique, comme étant une somme de solutions. On est arrivés ensemble ce matin et dans le Uber qu'on partageait, on prenait l'analogie de la voiture. On voit la voiture, et il faut la meilleure des voitures possibles, la meilleure Formule 1, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi des bons pilotes. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est là où je pense que les entreprises peut-être plus traditionnelles doivent continuer à faire leur mutation dans ce change en termes d'approche de la data. On verra effectivement le sujet de la gouvernance des métiers et des compétences un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir effectivement comment ça évolue. Moez, à quoi est-ce qu'on reconnaît que la data devient un actif stratégique? Est-ce que c'est le cas chez Tape à l'œil ou est-ce qu'il y a encore du travail? Je pense aujourd'hui, surtout ces dernières années, avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, on ne se pose plus la question est-ce que la data est un actif stratégique. C'est plutôt, je pense au niveau du COMEX, des directions générales, on la considère comme un actif stratégique, comme un patrimoine de données qu'on peut valoriser, qu'on peut monétiser. La question aujourd'hui, c'est plus comment on le rend essentiel. Comment cette data peut impacter le business. Et je suis complètement d'accord avec Sébastien. Jusqu'à maintenant, la clé d'entrée, c'était toujours la tech en clé d'entrée, alors que ça devrait être l'usage. Qu'est-ce que je vais faire avec cette donnée? La considérer comme un produit. La data as a product, ça doit être un produit. Et après, ce produit va servir à plusieurs projets. Et en fonction des projets, je peux enrichir la donnée, l'exploiter, changer l'exploitation. Data as a product, intéressant. Donc un nouvel article pour l'assortiment. Alors on parle justement de retail data driven, donc piloté par la data. Je reviens vers Sébastien. Est-ce qu'il est nécessaire d'être data driven, pour parler l'anglais, pour être performant? Où est-ce qu'en est justement Decathlon sur la maturité par rapport à ça? Ou est-ce que finalement il faut aller plus loin que ça? Alors moi je pense qu'il faut aller plus loin. Être data-driven, c'est une condition pour surperformer. Moi je suis assez... l'entreprise dans laquelle je travaille a nettement progressé sur ces 45 dernières années, sans être pour autant considéré comme data-driven. Donc ce n'est pas une condition nécessaire, mais c'est une condition qui permet la surperformance data-driven. Là où nous on veut évoluer, c'est... parce qu'on parlait tout à l'heure des GAFAM, moi je pense qu'elles sont bien plus que data-driven, elles sont data-centriques. Et c'est comment on construit, jusqu'à construire les stratégies de l'entreprise autour des préoccupations data qui en découlent.
Et donc, c'est comment on met la data au cœur des préoccupations, au cœur de la stratégie, au cœur des nouveaux modèles, des nouvelles décisions qui doivent être prises, des nouvelles orientations stratégiques, jusqu'à la façon dont on va même staffer, recruter les futurs métiers opérationnels et leurs compétences. Donc, moi, je pense que cette ambition, si on veut vraiment être ultra performant et pas simplement un peu plus performant qu'avant, ça passe par cette data centricity qui est bien plus compliquée à mettre en œuvre parce qu'elle vient bouleverser l'ensemble de nos organisations. Alors quand on avait échangé, on parlait de compétences. Il était question de ce fameux Revenue Growth Manager. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau métier? Oui, en fait, que c'est nouveau, parce que c'est peut-être un nouveau nom pour un métier qui existe déjà. Je pense que c'est pas nouveau. C'est un concept inventé par McKinsey qui existe déjà dans pas mal de boîtes, notamment du CPG. Là où c'est plutôt nouveau, c'est de dire comment, en partant de nos préoccupations data, on vient identifier des bottlenecks dans l'entreprise, des manques, qui ne sont pas simplement des dashboards et des nouveaux documents, mais qui sont des éléments d'organisation, qui vont jusqu'à des métiers, éventuellement, donc process, compétences, éventuellement métiers, qui doivent être réinventés pour profiter de la puissance que la data bien exploitée peut apporter. Alors, data-driven, data-centric, tous ces beaux mots. Moez, comment est-ce qu'on passe justement d'une compagnie data riche à une compagnie data-driven ou centrique, comme disait Oui, effectivement. Je pense que nous, retailers, on est riche en données. On compte par des milliards les lignes de tickets de caisse, de stock, les clients. On a de la donnée. Maintenant, pour devenir data-centric, c'est classique. On a vu pas mal de présentations qui parlaient de la même chose. Il y a 3 étapes clés qu'il faut franchir. La première étape, c'est la data literacy. C'est quel langage on met en place, comment on va éduquer, acculturer nos collaborateurs, les business, les métiers. Et l'objectif à mettre, c'est de se dire comment les métiers peuvent utiliser la data sans faire appel à des experts techniques. Le deuxième point qu'il faut franchir, c'est la data trust. Comment je peux faire confiance? On entend beaucoup parler de la qualité de données, mais on peut avoir une donnée de qualité qui n'est pas documentée. C'est compliqué de la faire confiance. Des KPI qui ne sont pas documentés, c'est difficile de l'exploiter. Et à la fin, le dernier point, c'est la data access. Comment on peut accéder à cette donnée? Du self-BI, de la data vis, il faut que l'accès soit simple, facile, accessible à nos métiers. Et après, on peut les challenger sur les usages. Parce que si on ne met pas ces 3 points en place, c'est difficile de devenir des data-driven ou des data-centrics. Ça restera toujours un sujet d'élite qui concerne les équipes data, les équipes IT dans les entreprises. On va voir ça quand on regardera le rôle justement des data officers, des chief data officers. Édouard, le lien avec le business dont on parle, là justement cette pédagogie, cette proximité, c'est aussi parfois, ça peut aller jusqu'à la monétisation. C'est des exemples que vous avez observés chez les retailers. Comment ça se passe? Monétisation de la donnée pour les retailers. Oui, alors monétiser ou les échanges de données dans un écosystème pour le retailer, je pense, ou pour l'acteur CPG, c'est pas nouveau, mais ça a été fait pendant longtemps de manière un petit peu lourde techniquement, on va dire. C'est un des phénomènes qui se développe avec les technologies et les business qui sont plus impliqués sur certains métiers de la donnée, de pouvoir avoir plus à leur main une gouvernance et une sécurité de certains environnements d'information qu'ils vont partager avec un fournisseur, avec un tiers, avec un client éventuellement, ou avec un distributeur. Nous, typiquement, on a vu cet exemple-là à une époque avec un client qui s'appelait Oné et qui faisait du tableau de bord automatique auprès de ses fournisseurs et de ses acteurs CPG. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les technologies ont suffisamment évolué pour à la fois faciliter l'environnement marketplace ou data, échange de données, qui évite d'avoir à les déplacer d'un point à un autre, qui évite d'avoir à les maintenir ou à avoir à développer des échanges compliqués. Et il a aussi évolué dans le fait de faciliter, un peu comme les marketplaces le permettent, la monétisation de tout ça, parce que de temps en temps, on veut le faire à titre gracieux ou juste dans un échange privé entre entités. De temps en temps, on veut pouvoir le monétiser et en tirer parti. Et c'est quelque chose que vous faites, messieurs, dans vos entreprises respectives, de monétiser
la donnée, où il y a une espèce de ligne de crête où on s'empêche de le faire? Non. Non. Non, il n'y a pas de. C'est pas ingrat, au contraire. Moi, je pense que, pour compléter, peut-être, la technologie permet plein de choses. Moi, je pense surtout que, historiquement, les gens avaient besoin de données qu'ils n'avaient pas, et notamment les CPG n'avaient pas la donnée des retailers. Et bon, voilà. Donc, mais ça, je pense que c'est assez basique. Je pense qu'aujourd'hui, on constate que la profusion de données, la capacité de traitement, le développement d'algorithmes de plus en plus intéressants et intelligents, mixant différents canaux, permet à ces mêmes acteurs de finalement se dire « Ok, moi, avoir les tickets de caisse, c'est bien parce que je m'appelle Coca-Cola et puis bam, bam, bam. » Maintenant, on peut faire beaucoup mieux pour aller chercher des informations bien plus intéressantes. Moi, je pense que ce n'est pas juste monétiser pour faire un peu plus de chiffre d'affaires. Hein, on n'en est pas là. C'est vraiment pour se dire comment je crée une survaleur et comment j'améliore à la fin mon produit, mon expérience, mon interaction avec l'utilisateur. Donc, je pense que oui, la data monétisation est quelque chose. Et en tout cas, nous, on est plutôt à étudier tous les use cases possibles pour que ce soit pertinent. Oui. Même chose, je pense qu'on a même des avec Values qui sont présents aujourd'hui. Oui. On a lancé un projet de monétisation de la donnée. Donc, c'est en cours d'étude. Values, c'est l'entité qui fédère tous oui. les sujets data au sein de l'AFM. De l'AFM. Donc, c'est aujourd'hui. des sujets. La création de valeur, la vraie création de valeur, je pense, au niveau de la data, dans nos métiers, en tout cas, en tant que retailer ou marque ou enseigne, c'est comment on impacte la chaîne de valeur. D'abord, avec tous les cas d'usage qu'on peut mettre en place, tous les développements, l'optimisation du pricing, l'optimisation du discount, les prévisions de vente, où on n'a pas des outils. Quand on regarde nos équipes de perf aujourd'hui, ils sont encore sur des fichiers Excel. Et leur demander d'être data-driven ou data-centric, je pense qu'il y a tout un chemin à parcourir d'abord. Alors, on va parler de votre métier, justement, messieurs, parce que Chief Data Officer, c'est relativement récent. On parlait de Chief Digital Officer, e-commerce, etc. Mais de faire un Chief Officer de la data, c'est nouveau. Qu'est-ce qui a fait émerger ce nouveau métier et le rend presque incontournable, en tout cas pour les grosses structures aujourd'hui? Et quels sont les rôles et les périmètres du Chief Data Officer? Sébastien? En tout cas, moi, je vais vous raconter comment nous, on l'a vécu et comment nous, on l'a travaillé. Et pour avoir échangé avec quelques-uns, c'est plutôt une version un peu majoritaire. On a démarré par la technique. Les questions, on a vécu cette même histoire, hein, le big data, les traitements, puis on a introduit des data lakes, etc. Mais, donc on a parlé d'environnement technique, on a géré des problématiques techniques, de stockage, de traitement, etc., etc. Et donc finalement, c'est les équipes techniques qui s'appropriaient la responsabilité de la data. Moi, je pense que donc il y avait un besoin de le gérer. Moi, je pense que l'évolution du métier de data officer, c'est de continuer à accompagner ça, parce que les technologies évoluent, parce que le cloud, parce que le SaaS, on a vu plein d'innovations, parce que l'AI, et qui va encore plus révolutionner, je pense, les sujets que ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Mais moi, j'insiste, je pense que le plus gros challenge que nous avons, alors je parle d'une entreprise qui est éminemment une entreprise historique, hein, on n'est pas une digital native, c'est la capacité que nous aurons à accompagner et à faire en sorte que l'entreprise se transforme par la data. Et que l'entreprise se transforme encore une fois, dans ses organisations, dans ses métiers, dans la façon d'opérer les choses, avec des changements structurels qui vont être très très lourds. Je prendrai juste un exemple parce que ça a été cité plein de fois autour de la data qualité. Alors oui, il y a des solutions, oui, il y a du traitement, oui, il y a des choses à faire, oui, bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, le gros challenge, c'est que la qualité de la donnée, savoir qu'une donnée est qualitative, une donnée de conformité douanière, c'est pas moi qui vais la monter. Hein. Aujourd'hui, on a dans nos équipes métiers, des gens compétents pour le déterminer. Et donc, il faut impliquer ce qu'on appelle des data owners, des data stewards, des data quality managers. C'est des centaines de personnes à l'échelle de Decathlon qu'il faut impliquer. Et c'est donc tout simplement des nouvelles organisations à faire naître. Et c'est pas si simple que ça. Donc, il y a vraiment cette notion de littératie, de changement, de change management à faire pour faire en sorte que la promesse d'un futur idéal avec la data soit
se concrétise. Donc c'est la mise en place d'ambassadeurs. On parlera gouvernance tout à l'heure, mais c'est un petit peu cette imprégnation. Vous êtes là pour viraliser le sujet data dans l'entreprise. En tout cas, il faut, à tous les niveaux, s'assurer que l'ensemble des business units, la finance, le marketing, etc., tiennent compte des évolutions qu'ils doivent faire. Et encore une fois, ce n'est pas simplement attendre un nouveau dashboard, une nouvelle appli. C'est vraiment se dire comment je dois m'organiser, moi, pour intégrer des compétences qui sollicitent, utilisent, enrichissent et contribuent à la chaîne vertueuse de la data et de l'usage de la data dans l'entreprise. Je tape à l'œil, comment ça se passe? C'est C'est quoi le rôle de Data Officer? Effectivement, moi, chez Tape à l'œil, j'ai deux missions clés. La première mission, c'est la conformité, parce que dans la conformité, on parle de sécurité, on parle aussi de qualité de données. C'est comment on peut mettre en place toute une gouvernance de données, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la gouvernance de données. La deuxième mission, c'est la découverte. Et dans la découverte, c'est les KPI, c'est les cas d'usage, c'est les nouveaux usages, c'est l'acquisition et l'enrichissement de la donnée, donc à travers des projets. Donc, et en parallèle de tout ça, c'est d'animer une gouvernance pluridisciplinaire avec des équipes centralisées qui sont compétents, qui sont d'une technicité, et d'autres profils qui sont distribués. Nous, on est parti sur cette organisation mixte entre des équipes centralisées, des data leaders distribués dans les équipes métiers, des profils business analystes côté métier, des profils responsables de la qualité qu'on appelle des key users ou des product owners qui sont ici dans les équipes métiers, mais qui sont animés d'une façon transversale par le CDO. Alors, vu du prisme Snowflake, vous travaillez avec énormément justement d'experts data, de chief data officer. Comment est-ce que vous voyez évoluer les métiers autour de la data, Edouard? Alors, déjà, le rôle de chief data officer, on l'a vu émerger à différents endroits dans l'organisation, avec différentes facettes. Il commence à se stabiliser un peu sur ces deux thèmes. C'est d'un côté le management de la donnée ou sa conformité, de l'autre côté le fait de se projeter sur quelle est sa valeur métier et sa valeur de transformation ou d'orientation du business. Ensuite, il y a énormément de rôles de data, mais nous, on est assez convaincus, et c'est en tout cas notre souci en tant que fournisseur de technologie, c'est de faire des technologies de plus en plus simples et accessibles. Parce que notre enjeu à tous, il n'est pas de fabriquer des experts de la donnée en bataillon. Notre enjeu, il est plutôt de remettre les métiers au centre du jeu. Un pricer, un contrôleur de gestion, un spécialiste de l'assortiment, il a une spécialité métier, il a fait des études très pointues sur un domaine et il a une grande faculté à travailler avec les données. L'enjeu pour nous, Chief Data Officer ou fournisseur de solutions, c'est d'amener des solutions suffisamment simples, accessibles, ouvertes, pour que chacun ait un rôle à y jouer. Et j'aime bien l'analogie des data stewards et ainsi de suite, qui finalement restent des rôles dans l'entreprise à qui on va mettre un label d'autorité ou d'action sur un environnement de données. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va... Je ne crois pas trop au rêve qui est de dire il va falloir qu'on forme. Alors bien sûr, il va falloir qu'on ait plus d'experts, de data scientists, mais je ne crois pas trop au rêve de dire on doit former 5000 data scientists dans l'année qui vient et on va tous leur faire parler en Python ou en ceci ou en cela. Moi, je pense plutôt que chez les contrôleurs chez les gens dont le métier est très acquis, de les aider avec des meilleures technologies et une acculturation à la donnée, c'est ce qui va nous permettre de transformer nos sociétés dans une meilleure maîtrise de la donnée au sens large. On parle beaucoup du vendeur augmenté en magasin. Donc là, on est sur le retailer augmenté par une forme de simplification des process data, en tout cas des mécaniques, pour pas que ça se voit trop. Effectivement, ils n'ont pas programmé, mais il y a un suffisamment bon niveau d'abstraction, de simplicité, pour qu'ils puissent manipuler la donnée dans leur métier. Et donc, il y a toujours ce débat intelligence artificielle versus intelligence humaine. Les algorithmes, les modèles mathématiques. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête pour vous, Maurice? Moi, je pense qu'il y a de l'intelligence augmentée. Il y a de la réalité augmentée, il y a de la réalité virtuelle. Donc moi, je pense qu'il faut travailler sur cette intelligence collective, que ces outils ils sont importants,
mais il faut toujours les mettre entre les mains de nos collaborateurs, les former, ils resteront toujours décideurs. Moi, mon rêve toujours de dire, aujourd'hui, nos contrôleurs de gestion, nos merge planners, ils passent 90% à chercher de l'information, à fiabiliser, à essayer de comprendre, et 10% pour prendre la décision. Moi, j'ai envie qu'on inverse la tendance et de dire ils passent que 10% pour chercher et récupérer l'information et 90% pour prendre la bonne décision. Et comme ça qu'on va chercher la performance. Je rejoins cet avis, Sébastien. Complètement. Moi, je pense que plus personne aujourd'hui se pose des questions de savoir s'il y a un pilote automatique dans un avion. Pourtant, il y a encore des pilotes. L'autopilote de Tesla, personne, on trouve que c'est, et pourtant il y a encore un volant. Et moi je pense qu'on est un peu dans cet esprit-là. Il nous faut bien évidemment bien plus d'intelligence pour gagner tout ce temps perdu à finalement ne même plus savoir collecter de l'information. À un moment donné, il faut assumer. On est passé d'un monde où tout à l'heure j'entendais on collecte de l'information, les études de marché, etc. Aujourd'hui, le marché il est déstructuré mondialement. Notre magasin à Clermont-Ferrand, avant, c'était facile. Sa concurrence, elle était dans une zone de chalandise de X kilomètres. Aujourd'hui, sa concurrence, elle est mondiale sur des produits qui se chiffrent en dizaines de milliers. Il est impossible pour un humain, à un moment donné, d'avoir une information riche et pertinente. Par contre, il est toujours possible pour un humain de décider si la proposition qui lui est faite de prix ou d'assortment ou est la bonne et la meilleure, parce qu'il a encore cette affection par rapport au produit, par rapport à sa compétence, sa connaissance du marché, etc. Donc moi, je crois vraiment à la complémentarité des deux, mais dans des rapports de charges qui sont beaucoup moins négatifs qu'aujourd'hui. Alors, Chief Data Officer, toujours, est-ce qu'on est dans un métier de transition ou est-ce qu'on a un métier qui s'inscrit dans la durée? Est-ce qu'une fois que toute cette pédagogie, toute cette prise en main des sujets data sera en place et que finalement ce sera une corde de plus à l'arc du category manager, du pricer, etc., est-ce que votre rôle sera redondant? Quelle est la suite? Est-ce que vous avez vocation à vous autodétruire ou est-ce que finalement, un peu comme le directeur de l'électricité au siècle dernier, à un moment c'était plus utile, ou est-ce que finalement il y a de nouveaux enjeux stratégiques que vous allez prendre en main? Moi, je ne sais pas combien de temps ça... En tout cas, je pense que dans les quelques dizaines d'années qui viennent, on va avoir une succession d'étapes qui vont nous occuper. On a parlé de qualité, on a parlé de préconisation, on peut parler d'accessibilité, de simplification, et je suis complètement d'accord avec l'analyse qu'on aura. On va rendre des choses très complexes de plus en plus simples au commun des mortels. Par contre, on va atteindre de nouveaux sujets, de l'éthique. On va atteindre des nouveaux sujets de disruption des marchés et des métiers avec le développement massif de l'intelligence artificielle. Et donc, on va se confronter à des nouveaux challenges qui sont encore un peu moins visibles. Mais il y a des études quand même assez préoccupantes qui disent qu'en 2030, aux États-Unis, 50% de l'emploi salarié pourrait disparaître de par l'intelligence artificielle. Pourquoi faire? Comment? Et comment nous, dans l'échelle d'une entreprise, on gère ça pour que, bien évidemment, ce soit un bien pour l'humain, pour les collaborateurs avant tout, et pas que pour le résultat final. Donc, je pense en tout cas qu'on est face à nous, on a une succession de challenges qui vont de plus en plus être importants, voire violents, et pour lesquels le data officer, ou je ne sais pas quel sera son titre demain, aura toute légitimité à agir. Donc une montée dans les sphères plus stratégiques en fait sur l'entreprise. Oui, moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on s'inscrit dans la durée. C'est nos missions qui vont évoluer toutes sur les prochaines années. Et je pense qu'il y a un sujet que tu viens d'évoquer, l'éthique, avec l'éthique de la data, l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est un sujet majeur. Maintenant, on est plus sur des sujets de qualité, de démocratisation de la donnée, des sujets techniques aussi, d'avoir les outils, de simplifier l'usage. Moi, je crois, et je suis complètement d'accord, on ne va jamais former les milliers de data scientists. Moi, je crois à l'auto-AML. On regarde toutes les plateformes d'intelligence artificielle, d'auto-AML qui sont en place, qui nous aident à mettre en place et accélérer le time to market des cas d'usage data versus une équipe technique qui développe tout de zéro.
l'équilibre, le choix, il est vite fait. Un petit commentaire. Peut-être juste un mot là-dessus. Ouais. Moi, pour le coup, je suis beaucoup plus convaincu que ça va perdurer. On crée une nouvelle économie là, autour de la donnée. Et toutes les entreprises vont à un moment donné devoir se conformer à cette nouvelle économie. On entendait parler de data as a service ou de data as a product. Ça va être le cas. On va créer des routes vers le marché qui seront des routes vers le marché data. Et donc autant je suis convaincu qu'on ne va pas fabriquer que des spécialistes de la data comme on les a connus dans le passé, qui sont des techniciens ou des informaticiens. Mais par contre, tous les métiers de l'avenir et beaucoup de routes de marché deviendront des routes data. Et donc, savoir comment la gouvernance et comment le data officer va agir et interagir dans l'avenir, j'en sais rien. Mais par contre, une grosse partie des organisations du futur seront des organisations data. Alors, on va parler d'organisation, de gouvernance, justement. Notre sujet presque de conclusion, mais qui revêt une énorme importance, puisque c'est l'essentiel de votre rôle, d'agent du changement. Sébastien, comment ça se passe, cette gouvernance data chez Decathlon? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour ancrer ce sujet dans l'esprit de chacun et favoriser justement ce qu'on parle de mindset ou de culture de la data? Déjà, je le disais, moi j'ai une chance, c'est que la data a été définie comme une des 7 stratégies principales de l'entreprise. Donc elle est partagée avec nos plus de 100 000, 110 000 collaborateurs. Donc ça, c'est déjà un facteur. Donc je pense que le fait d'avoir un support de notre direction contribue à mettre en lumière ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est l'éducation, l'acculturation, le développement des compétences. Et donc là, tous azimuts, on a développé des masterclass pour nos leaders. On a développé des formations, du e-learning, de la communication. On a une communication maintenant régulière et qui touche différents publics, de nos leaders de pays, de sport ou d'activités, jusqu'à l'ensemble des collaborateurs. Je pense qu'il est important, comme tout autre sujet, d'en parler, de donner des exemples, d'évoquer les use cases, de mettre en avant les use cases qu'on peut avoir. Et nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une espèce de référentiel permanent de ce que la data crée comme valeur. Elle peut créer de la valeur économique qu'on essaye de traduire en efficience, en amélioration, de la valeur environnementale, de la valeur humaine. Et donc, on essaye de traduire l'apport, la contribution au développement de l'entreprise par la data. Et cette forme de symbolisation qu'on reprend et qu'on reprend permet d'ancrer positivement le rôle que la data peut jouer. Donc voilà un peu comment on essaye de mener ces transformations, en complétant ce que je disais, en identifiant que dans certains sujets, il faut aller plus loin que ça, en étant provocateur de transformations structurelles, voire même de mettre en œuvre des organisations, des process et peut-être parfois des métiers qui nous manquent pour être encore plus performants. Une transformation du métier de retailer à l'aune de la data, c'est intéressant. Alors, Moïse, on parlait aussi d'initiatives pour démocratiser la data et ce sujet chez Tape à l'œil. Ce fameux mindset, et tu me parlais même de mindset data lake. C'est quoi le mindset data lake? Pas data lake, mais c'est data lover. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez Tape à l'œil. Déjà, on a le même avantage que notre direction déjà est convaincue, et on l'a écrit noir sur blanc, notre mission qui est basée sur 4 drivers clés. Le mobile only, parce qu'on pense qu'aujourd'hui le commerce et demain aussi se fera sur du mobile. Le zéro waste, parce qu'il faut qu'on fait on assume notre responsabilité envers la planète. Open Company, c'est d'accepter de travailler avec des partenaires. On travaille aujourd'hui avec Snowflake, on travaille avec beaucoup d'autres partenaires. Partager notre savoir-faire, récupérer leur savoir-faire et d'arrêter de dire on fait tout, on développe tout, on maîtrise tout. Et le dernier, c'est Data Power, parce qu'on veut devenir des champions de la data, et c'est écrit, c'est partagé avec tous nos collaborateurs. Et à travers de ça, derrière, on a déployé une stratégie data avec une organisation, avec des comités, une comité de gouvernance data pluridisciplinaire, où on trouve les métiers qui prend le parole, avec des rôles, et je pense que c'est très important
de donner des rôles, ce n'est pas des fonctions, mais des rôles à des gens qui sont dans les métiers et de leur dire vous êtes un data leader, un business data leader, vous êtes un data steward responsable de la qualité de données. Et notre rôle, c'est après, en data officer, c'est d'animer tout cet écosystème et de prendre du plaisir avec eux, de travailler tous les jours. Vous avez mis des agents en place, vous parlez même d'ubérisation. Oui, du métier de la data. Moi, mon rêve, c'est d'ubériser et de démocratiser le métier de la data. Aujourd'hui, ça reste des sujets d'élite. On parle de machine learning, c'est ce qu'on a fait. Nous, moi, les 3 premiers mois chez Tapaloi, je faisais le tour des équipes RH, finance, pour leur expliquer c'est quoi le machine learning. Et croyez-moi, c'était mes ambassadeurs dans toute l'entreprise. C'est ce que dès qu'ils ont compris c'est quoi, pourquoi et comment on le fait, ils ont diffusé large dans toute l'entreprise. Donc il y a trois enjeux clés. C'est comment infuser cette culture dans toute l'entreprise. Le deuxième enjeu, c'est comment tirer la data par le business et pas par la tech. Et le troisième, c'est comment mesurer et comment partager à travers des formations, des résultats, mettre en place des méthodes qui sont basées sur des OKR, les mesures des OKR pour pouvoir... OKR, Objective Key Results. Oui, pardon. Et du coup, pour surtout pérenniser ce métier, parce que je pense qu'on a vécu une période de POC, voilà, où on était des industries de POC, où on n'arrivait pas à passer au niveau du scale, et tout ça, ça fait plus de mal à la data que du bien. Maintenant, il faut penser directement à l'industrialisation et aller plus rapidement vers le client final. Alors, Édouard, vous intervenez comme partenaire de ces sociétés retail. Comment est-ce que vous aidez à la gouvernance de la data? Est-ce qu'il y a besoin de mettre du process? Est-ce que vous accompagnez les CDO en coaching pour justement aider à fédérer toutes ces compétences? Et puis une question pour vous trois, c'est aussi, on va répondre à ça, mais une question c'est quelles compétences? Parce que vous avez des gens qui sont des experts de la finance, du pricing, de l'offre. Est-ce qu'ils n'ont pas forcément d'expertise data? Est-ce qu'il faut les former? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils lèvent la main en disant ça m'intéresse, j'ai envie de faire une formation? Est-ce que vous nommez vos ambassadeurs, vos agents? Enfin voilà, donc, question des compétences telles que vous les voyez, de votre accompagnement, puis ensuite peut-être un petit tour de table sur les métiers et les montées en compétences. Ça fait pas mal de thèmes, mais globalement, il y a de moins en moins de projets ou de démarches Big Bang. Et ceux qu'on voit partir sur des démarches Big Bang, ils s'en sortent difficilement. Donc, le sujet de gouvernance, on l'aborde d'un point de vue technologique avec de plus en plus de fonctions et d'équipements pour gouverner, avoir des lineages de données, faire plein de choses d'un point de vue gouvernance. Mais on l'aborde surtout sur une conduite au changement qu'on fait par rapport à des projets qui sont bien souvent, on appelle ça la méthodologie Land and Expand. Mais voilà, c'est projet par projet, use case par use case, qu'on va appréhender quels sont les impacts de changement organisationnel, de conduite au changement, de gouvernance liés à chacun des use cases. Et puis ensuite, on les embrique les uns au travers des autres. Encore une fois, on est loin d'être seul dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'il y a bien souvent le fournisseur de technologie, il y a également des publics, des intégrateurs de solutions, il y a des acteurs du conseil, il y a de plus en plus des sociétés de formation qui gravitent autour de nous. Et puis ensuite, il y a les différents publics du client où on retrouve le fait. Alors en plus, dans toutes les entreprises, les frontières ne sont pas dessinées de la même manière. Entre l'IT d'un côté, les fonctions data management ou data officer d'un autre, les fonctions métiers qui, de temps en temps, ont un niveau d'interaction sur certains sujets qui est plus fort. Donc voilà, ça prend un peu forme sous ce thème-là. Ce qui est important quand même, c'est que dans chaque phase de projet qu'on met en place, et plus gros sont les projets, et le plus en amont, on va vraiment prendre le temps de mettre en place les aspects organisationnels et gouvernance avant de commencer à délivrer et à livrer des choses tangibles pour être sûr que ce soit scalable et contrôlé. Alors parlons métier, comment est-ce que vous faites justement cette montée en compétences pour que les équipes soient là et formées et prêtes pour les projets?
Par la formation. Il faut aller les chercher, il faut leur expliquer. Vous identifiez les profils à potentiel dans les équipes. Il ne faut pas attendre que les gens lèvent la main. Je pense qu'on est tous humains. Les gens, encore semaine dernière, j'ai entendu oui, mais vous faites comment si vous développez tel outil ou tel outil et moi je vais perdre mon travail. Je l'ai entendu la semaine dernière. Donc il y a une phase de peur qu'il faut franchir, expliquer comment on va fonctionner, comment la data peut augmenter en fait tous ces métiers. Parler beaucoup des métiers du futur parce que nos métiers progressent aujourd'hui. Peut-être le contrôleur de gestion qui est en train d'aller vers du merge planner. Demain, il pourra être un data analyst, mais c'est la même personne, hein. On ne remplace pas. Et avec tout ce que la tech nous propose aujourd'hui, avec des solutions SaaS, de la facilité, je pense que le changement, il n'est pas très difficile sur l'acquisition des compétences. C'est plus un mindset et un vouloir. Je veux aller vers ce nouveau métier. Oui, je suis complètement d'accord parce que ce qu'il faut, c'est bien imaginer qu'encore une fois, changer l'outil sans changer la méthode, le process, on n'a pas la quintessence du résultat et on n'a pas le résultat. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment avoir cette ambition-là. Et quand la méthode change, quand le process change, il faut accompagner les collaborateurs, faire de l'upskilling, du reskilling, et puis faire en sorte que les gens se retrouvent dans... Et qu'au contraire, l'exemple que tu prenais tout à l'heure fait que les gens ont un métier plus passionnant, finalement plus enrichissant. Je rajouterais juste un deuxième élément, on n'en avait pas parlé, mais ça m'est venu en réfléchissant. C'est que je pense qu'il faut quand même qu'on soit tous conscients, c'est qu'on est dans un marché très tendu, que bien évidemment les métiers changent et il y a beaucoup de collaborateurs qui doivent faire ce changement, mais je pense qu'il peut être que positif pour eux. Et à côté de ça, on a besoin de beaucoup de ressources de type data engineer. On a parlé de data scientist, mais moi aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est les data engineers. Qui sont métier de machine learning. C'est quoi la différence déjà ? C'est celui qui va préparer les données, les mettre à disposition, les collecter, etc., avant de les enrichir. Et aujourd'hui, on est dans le marché de la data explose. Je pense qu'on a un rôle, en tout cas moi j'estime qu'on a un rôle en tant que société pour aussi faire que les formations, les cursus, moi, je trouve qu'il y a plein d'initiatives intéressantes aux États-Unis notamment pour accompagner des transformations profondes et de faire des reconversions, justement, en écho aux 50% dont je parlais tout à l'heure, parce que bien évidemment, il faut que ce soit positif pour les gens, pour la planète. Et donc, je pense qu'on a vraiment cette responsabilité. On a le besoin, on a cette responsabilité. Donc, c'est plein de belles opportunités, plein de beaux projets, hein, un peu compliqués, mais hyper intéressants. Donc il n'y a pas assez aujourd'hui de formation ou d'écoles dédiées à ces métiers de la data Ça commence, on voit de plus en plus ces 2-3 dernières années, mais le marché il reste tendu. Un des enjeux, c'est le recrutement. Aujourd'hui, on a des postes, recruter des gens de compétents, c'est toujours un enjeu majeur. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller identifier les bonnes personnes, les gens en interne et de se dire on va plutôt capitaliser et les former et les faire monter en compétences. Ouais, juste un point sur le marché extrêmement tendu, avec des dimensions en plus et des dynamiques qui le rendent encore plus tendu. N'oublions pas qu'on commence à avoir des phénomènes de travail à distance qui font qu'aujourd'hui, sur le marché français, au fin fond de la Bretagne, vous pouvez avoir quelqu'un de très qualifié qui est data engineer et qui commence à se faire chasser par une boîte américaine qui sera très content de le contracter en France à distance. Donc, il y a toutes les entreprises qui grossissent leurs fonctions et ces sujets-là, data engineer, je suis tout à fait d'accord, data scientist. Et en plus, on a beaucoup de nouveaux acteurs qui tournent autour et qui gravitent autour. Donc, le marché est extrêmement tendu. On n'y arrivera pas si on ne transforme pas une partie des gens qui sont des experts métiers, qui peuvent d'ailleurs amener un prisme différent vers ces fonctions-là. Ce n'est pas en ayant 3-4 écoles que ça se fera. Juste un petit point là-dessus, l'environnement technologique. Ces gens dans un marché tendu, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, les compagnies qui n'arrivent pas à se transformer, à offrir les plateformes ou les environnements technologiques avancés pour ces gens dans leur travail quotidien, c'est compliqué. C'est-à-dire que si on leur propose des plateformes d'il y a 15 ou 20 ans en leur disant viens, c'est parfait et tu vas pouvoir te développer, ça va être dur. J'étais
Et je rajouterai juste, parce qu'on en parlait ce matin, il y a une forme... Pardon, c'est pas bien, j'aurais dû anticiper. Il y a une forme d'exigence, en tout cas dans cette pénurie, hein, c'est normal, c'est les salariés qui font le marché. Et donc, il y a le contexte technologique et il y a ce que je fais. Et donc, il y a une prédominance à faire des choses intéressantes, à faire des choses innovantes, plutôt que de faire du nettoyage de données, hein, pour faire des choses basiques. Et donc, d'où l'importance de se simplifier la vie sur les choses qui ont moins de valeur ajoutée, pour qu'on concentre des talents qui sont rares et compliqués à intégrer, qui coûtent de l'énergie à intégrer, sur des choses à très forte valeur ajoutée. C'est pour ça que nos partenaires tech sont là, pour vous simplifier la vie des retailers. Je voyais qui... Et d'ailleurs, on reparle formation, mais j'en profite pour faire une petite... Et recrutement, tu me disais tout à l'heure, vous recrutez chez Snowflake, donc vous cherchez des retailers. C'est intéressant. Je ne sais pas si... On ne va pas rajouter de la tension au marché, mais oui. il est vrai... Non, juste peut-être un point, c'est en tant que fournisseur de technologie, toute industrie confondue, on se spécialise quand même sur des industries, en particulier sur l'industrie du retail CPG, dont une partie d'équipe est là d'ailleurs, Nathalie, Sébastien et quelques autres, Jade et Xavier. Et c'est vrai que dans cette équipe, on ne cherche pas, et d'ailleurs ça fait un rapport probablement avec un retailer qui ne doit pas chercher que dans le retail. En tant qu'éditeur de logiciels, je ne cherche pas que chez des éditeurs de logiciels. Oui. Et je suis très content dans mon pôle retail CPG d'avoir quelqu'un qui éventuellement un jour viendra de Carrefour, de Auchan, de Decathlon, peut-être un jour. Ce n'est pas le cas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on ouvre nos chakras et je pense que ça peut être intéressant pour toutes les industries d'ouvrir leurs chakras. Et nous, on croit beaucoup aussi monter en compétences chez Diamart, puisqu'on lance un master avec Dauphine où il y aura des sujets data. Donc, on vous encourage à regarder si vous êtes retailer ou vous voulez vous upskiller. On va passer à la conclusion, et j'avais une question en fait pour vous trois. Si vous deviez donner des conseils à vos confrères ou aux experts data qui sont dans la salle, hein, pricing, offre, marketing, pour mieux valoriser et bénéficier de la data, qu'est-ce que ce serait ces trois conseils, Sébastien? Moi, j'en donnerais 4 alors. On va pas... Moi, je pense que l'effort sur les plateformes, il est permanent, pour intégrer de plus en plus de solutions qui simplifient l'accès, qui fluidifient, nous on emploie le mot de frictionless, qui font vraiment que la data soit accessible au plus grand nombre avec une énergie très, très légère. Il faut mettre en place une gouvernance de la data qui soit très très forte. La qualité en fait partie, mais les sujets de résilience, les sujets de sécurité sont éminemment importants. Et puis on n'a pas parlé des données personnelles, mais c'est un vrai sujet auquel il faut être vigilant. Un troisième axe, j'en ai parlé, c'est être focus et être orienté use case. Il faut partir des use cases et pas faire le contraire. On ne construit pas quelque chose en espérant que ça serve. Il faut avoir des besoins et le construire. Et puis, un quatrième axe, alors nous, on a employé un terme qu'on appelle dataïfication. Je pense qu'il faut avoir cette envie de dataïfier l'entreprise et de faire en sorte que ce soit... J'avais employé le terme de data-centrique, pardon. Voilà, c'est comment je fais les transformations humaines, organisationnelles, process, pour profiter pleinement, encore une fois, de ce que la data peut mettre à disposition ou pourrait créer comme valeur. Très bien. Oui. Moi, les trois conseils, le premier c'est people, donc je vais reprendre ce que ça a été dit. Je pense qu'il faut adresser aux bonnes personnes, il faut la clé d'entrée, que ce soit toujours le métier, le business, l'usage. Le deuxième, c'est les process, la gouvernance. Il faut pas sous-estimer cette tâche parce que c'est la clé de succès. Je la considère en tout cas pour moi et chez Tapalay comme le clé de succès du projet de transformation de l'entreprise dont la data est un vecteur majeur d'accélération. Et le troisième, c'est la tech. Donc il faut que les outils technologiques que nos partenaires technologiques mettent en place soient vraiment orientés user-friendly first, vraiment l'utilisation simple, et que vous reprenez surtout les méthodes de travail des équipes métiers.
Et c'est ce qui va faciliter l'intégration de ces outils et la prise en main de ces outils dans les équipes métiers et dans les retailers. Très bien. Ouais, alors moi, un conseil, faisons ensemble des proof of value et non pas des proof of concept. Les technologies, que ce soit la nôtre ou d'autres, elles fonctionnent. Ne nous interpellez pas pour vérifier qu'on sait se connecter au clic 2, 3.0 ou au tableau 4, 5, 6, 7, 8. A priori, ça a déjà été fait ailleurs. Donc voilà, travaillons vraiment sur des angles de proof of value, mêlant 3 caractères principaux. Un stakeholder ou un responsable métier, un agent de la data, quel que soit son format, et quelqu'un de l'informatique et de la sécurité. Avec ce trio, on arrive à définir des proof of value orientés sur un cas d'usage, avec toutes les métriques qui vont bien. Et c'est ça qui ensuite permet de faire des petits et d'être un cercle très vertueux. Et je me permets de compléter, mesurer et partager les résultats. Ça, c'est très important. Très bien, merci beaucoup. C'était très complet. Merci, on peut les applaudir.